Pour débuter cet après-midi dédié à la physique et faire honneur à cette année internationale de la physique quantique, je vous prie d'accueillir Monsieur Daniel Estève, physicien au CEA Saclay, académicien et spécialiste reconnu des systèmes quantiques, pour nous présenter les travaux récompensés par le Nobel de physique 2025. Bon. Bon. Bonjour à tous, et par peur de déborder, je vais abréger les remerciements, mais c'est très sincère, sincèrement, du fond du cœur, je suis ravi d'être avec vous. Alors, je vais vous parler du prix Nobel de physique. Je fais partie du groupe Quantronic que j'ai créé au CEA Saclay avec un des lauréats, notamment. Et nous, parmi nos tutelles universitaires, nous avons l'université de Paris-Saclay. Alors, que le prix Nobel 2025 a été attribué à la physique quantique n'est pas une surprise parce que c'est, comme cela a été précisé, c'est l'année un petit peu centenaire de l'établissement de la théorie quantique. J'ai mis, dont les lauréats sont John Clark, qui était professeur à Berkeley, Michel Devoré, donc, qui était doctorant en même temps que moi et postdoctorant chez John Clark à cette époque-là, et John Martinis, qui était doctorant. Alors, ceux qui comprennent le suédois peuvent lire dans leur langue, et j'ai traduit donc en français au-dessus le libellé pour l'attribution du prix Nobel à ces trois chercheurs. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas une surprise, parce qu'effectivement, 1925-2025, il y a 100 ans, une poignée de jeunes, des gamins, ils étaient entre 20 et 30 ans, autour de 20-25 ans. Le premier, Louis de Broglie, a soulevé un coin du grand voile, comme avait dit Albert Einstein, mais c'est Werner Heisenberg qui, vraiment 1925, étant allergique au dernier degré au pollen, est parti quelques jours dans une île de la Baltique, Heligoland, où il n'y avait pas de pollen. Et là, dans un brainstorming solitaire, il a pondu vraiment la première formulation mathématique d'une nouvelle théorie pour la physique quantique. Après, dont Erwin Schrödinger est connu, Paul Dirac a montré que plusieurs formulations étaient équivalentes, mais le boss, c'était Niels Bohr. Et un siècle plus tard, on se demande si maintenant on va pouvoir vraiment faire des machines quantiques, éventuellement un ordinateur quantique. Alors, plutôt, on va balayer un siècle de physique quantique ensemble. Je vais vous introduire au concept de la physique quantique. C'est un petit peu ambitieux. Et si je déborde, Alain, je te prie de m'en excuser. Alors d'abord, qu'est-ce que savaient les physiciens en 1900, avant que les problèmes de la physique quantique commencent? D'abord, ils maîtrisaient la mécanique. C'est Galilée qui a vraiment, là je parle un peu au lycéen, c'est Galilée qui, le premier, a compris les concepts fondamentaux de la mécanique. C'est Newton qui les a un petit peu formalisés. Et de façon très résumée, disons, quand on applique une force sur un objet mécanique, eh bien, on va l'accélérer. Donc la force, c'est l'accélération. Et le summum de la mécanique classique, ça a été finalement la découverte d'une planète grâce aux perturbations apportées sur la trajectoire d'une autre. Voilà. Dont Urbain Le Verrier a calculé la position de la planète Neptune en observant d'après la compréhension de la perturbation qu'elle apportait sur Uranus. Bon, les physiciens connaissaient aussi un peu l'électromagnétisme. En frottant des peaux de chat, on savait qu'il y avait des charges, positives, négatives. Des charges du même signe se repoussent, des charges opposées s'attirent. Et puis Ampère avait bien compris que quand on faisait passer du courant dans un fil électrique, eh bien on crée un champ magnétique un petit peu perpendiculaire qui tourne comme ça autour du fil. Et surtout, Maxwell avait établi que ce champ électrique
et ce champ magnétique dans l'espace pouvait même se propager sous la forme d'ondes. Alors là, j'ai dessiné une onde électromagnétique. Alors en vertical, on a le champ électrique, en horizontal, le champ magnétique. Et ce qu'il y a d'important à voir, c'est la distance entre deux maxima successifs. C'est ce qui s'appelle donc la longueur d'onde. Voilà, ça c'est un concept dont on va avoir besoin par la suite un petit peu. Et les physiciens connaissaient aussi un petit peu la physique statistique. Quand on a un très très grand nombre d'objets en interaction, en fait, ils se mettent en équilibre, ils trouvent une configuration d'équilibre. Et ce qui était très bien compris, c'est que finalement la température, c'était l'agitation thermique moyenne, un petit peu, des objets à l'intérieur d'un système à grand nombre de particules. Donc ça, c'est ce qu'on savait. Et les ennuis ont commencé tout de suite avec le XXe siècle, en 1900, quand Max Planck s'est intéressé à la lumière qui sortait d'un four chauffé. C'est ce qu'on appelle le problème du corps noir, bien qu'il soit plutôt très brillant. Vous prenez donc un creuset de métal fondu. Bon, c'est très brillant. Et là, la physique classique prédisait une luminosité dépendant de la couleur de la lumière qui sort. Alors, une luminosité qui devait être plutôt une constante sur lambda 4, où lambda est la fameuse longueur d'onde de la lumière. Alors, la loi qui était observée, et qui a été interprétée par Max Planck, ce sont les lois qui sont tracées. Vous avez un petit peu le bleu est à gauche, le rouge et l'infrarouge sont plutôt sur la droite. Et il est très clair que les lois qui étaient observées et celles qu'a permis de trouver Max Planck n'étaient pas du tout en accord avec la prédiction un petit peu universelle de la physique classique. Alors Max Planck, pour expliquer un petit peu cette luminosité dépendante de la longueur d'onde tout à fait anormale, il a fait l'hypothèse que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement se faisaient par paquets correspondant à une valeur en énergie, H fois la fréquence, où la fréquence c'est C sur la longueur d'onde, et H pour lui c'était une constante. Bon, il a trouvé sa valeur approximative pour rendre compte des résultats expérimentaux. Alors c'était un bricolage théorique sans justification. C'est ce que les physiciens font souvent, sont des modèles à partir d'une hypothèse. Une hypothèse, l'énergie s'échange par paquet H fois la fréquence. H est une constante mystérieuse. On ne sait pas trop ce que c'est. On connaît sa dimension. Petit exercice pour les légiciens, la dimension, c'est pas une longueur, c'est pas une énergie, c'est pas un temps, mais c'est une combinaison de tout ça. Petit exercice. Alors, quelques années plus tard, en 1905, c'est Albert Einstein qui s'intéresse à l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, vous avez un tube à vide, une électrode métallique à gauche. Si vous mettez une tension entre les deux électrodes, et maintenant vous envoyez de la lumière sur l'électrode à gauche, eh bien, la lumière, elle va arracher des électrons, et ces électrons vont être accélérés vers l'autre électrode si elle est positive de l'autre côté, et on va mesurer le courant. Et là, Albert Einstein a dit, eh bien, en fait, pour expliquer l'expérience, on va faire l'hypothèse que la lumière est faite c'est pas une onde, elle est faite de particules avec une énergie H fois la fréquence, où H est encore la constante de Planck. C'était une petite hypothèse dans la mesure où cette constante avait déjà été publiée. Bon, pourquoi pas, mais c'était quand même une hypothèse très, très hardie et absolument pas, vraiment, sans aucune justification par la physique qu'on connaissait. Et
Bon, plus grave, ensuite, il y a eu le problème un petit peu de l'atome. Là, c'est Niels Bohr qui est intervenu pour la première fois. Les physiciens se représentaient un peu un atome comme au centre, un peu pas un soleil, mais un noyau positif chargé. Ça, ils savaient déjà qu'il y avait des grosses charges positives. Et puis, ils voyaient les électrons un petit peu comme les planètes tournant autour du soleil, donc des électrons tournant autour du noyau. Mais d'après l'électromagnétisme, un électron qui tournerait comme ça en rond, il rayonnerait de l'énergie et s'amortirait, il finirait par tomber dans le noyau. Ça devrait être un pudding. Donc ça, on savait déjà que les atomes existent, qu'ils se repoussaient par les électrons qui étaient autour. Donc Niels Bohr, il a continué avec la constante de Planck. Il a encore bâti un modèle, c'est vraiment du bricolage de théoricien, n'est-ce pas? Du bricolage génial, mais du bricolage injustifié. Il a trouvé que les électrons, en fait, il y avait des orbites stables sur lesquelles ces électrons ne rayonneraient pas, des orbites stables, et il a trouvé un critère faisant encore intervenir la constante de Planck. Et les différences d'énergie entre ces différentes orbites, ça rendait bien compte de la lumière que pouvaient émettre les atomes quand on les excitait. Bon, mais tout ça, c'était quand même une situation complètement intenable. Voilà, intenable au point que cette bande de gamins, là, on les retrouve, a décidé de faire vraiment une vraie révolution. Ils ont dit, tout ce que vous savez sur les concepts de la physique, c'est faux. Les lois de la nature sont beaucoup plus subtiles. C'est pas ça. Même si notre bon sens nous semble correct, non, les lois de la nature, c'est vraiment autre chose. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu quels sont tous les principes de la physique quantique. On ne va pas faire de maths, n'ayez pas peur, mais on va quand même tout voir. Alors, on va en reparler commencer en termes de degré de liberté. Alors, un degré de liberté, pour un système physique, si c'est une simple particule, les degrés de liberté, c'est sa position, où est-ce que ça se trouve dans l'espace, et sa vitesse. Voilà, c'est ça, ces degrés de liberté, de position et finalement de vitesse ou d'impulsion. Pour un pendule, ça serait simplement un petit peu l'angle d'inclinaison et sa vitesse. Alors la règle numéro 1, pour les états possibles pour un système physique, c'est que, règle numéro 1, toute superposition d'états physiques possibles est encore un état physique possible. Vous allez me dire, c'est idiot. Si mon objet il est ici, il n'est pas ailleurs, et dire qu'il est ici et ailleurs en même temps, ça n'a pas de sens. Oubliez ce problème-là, on en reparlera plus tard. Et puis, tant que tout se passe dans le monde microscopique, franchement, ça ne vous gêne pas trop. Voilà, donc, alors si on regarde un électron autour d'un atome, eh bien, on va dire que l'état de cet électron dans un atome, il va être une somme de l'électron ici et l'électron ailleurs. Bon, pourquoi pas, hein, si ça leur fait plaisir. Alors, règle numéro 2, il y aura un formalisme mathématique quand même pour calculer comment ça évolue. Donc si on dit que notre électron, il est dans plein d'endroits, donc plein d'endroits avec des coefficients, on va avoir, et ça c'est le travail des théoriciens, ils ont trouvé quand même une règle d'évolution pour que tout ça ait un sens. Alors l'équation, après la formulation la plus efficace est celle dite de Schrödinger, dont vous avez tous entendu parler de sa fameuse équation. On parlera de son champ ensuite. Voilà. Et là, ça a très très bien marché tout de suite parce que instantanément, les physiciens, en quelque sorte, ont pu expliquer comment les électrons arrivaient à se mettre autour des noyaux et
instantanément, ils ont expliqué toute la chimie presque. Disons, toutes les bases de la chimie ont pu être expliquées grâce au calcul des états possibles pour des électrons autour d'une charge positive. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va se demander, a priori, il n'y a rien dans le formalisme quantique, il n'y a rien qui dit que tous les degrés de liberté naissent libres et égaux en droit. Voilà. Au moins pour eux, c'est à peu près, on pense que c'est à peu près correct. Mais si maintenant on a un système qu'on met dans une superposition de deux endroits, qu'est-ce que ça a comme sens et qu'est-ce qu'on va trouver si on mesure? Alors prenons une particule qui est en une somme de deux états, A et B, qui sont distinguables. C'est-à-dire, si je mesure la position, je peux la trouver en A, ou la trouver en B, je sais faire la différence entre A et B. Alors que faire la différence entre la position de l'électron de part et d'autre d'un noyau, ça c'est un peu difficile, mais imaginons qu'on sache faire cette expérience. Alors si je prépare l'état A plus B, puisque toutes les superpositions sont possibles, A plus B c'est un état possible alors. Qu'est-ce que je vais trouver? Bien, si je mesure la position, je vais trouver que c'est en A une fois sur deux, ou en B une fois sur deux, et je ne pourrai pas prédire si je vais trouver A ou si je vais trouver B. Et si maintenant, si je prends une fois A plus deux fois B, eh ben, je vais trouver une fois sur 5 A et 4 fois sur 5 B. En fait, c'est un peu le poids des coefficients qui va donner les poids. Alors, les physiciens se rendaient bien compte que ce formalisme, ça n'allait pas passer comme ça, si facilement que ça, entre les oreilles. Alors, ils ont trouvé une explication, c'est qu'ils ont dit que les phénomènes quantiques ne se observent qu'à l'échelle microscopique, comme ça, on ne crée pas de situation aberrante. Tout le monde est content et on peut faire des calculs. Au point qu'on disait, oui, tais-toi et calcule aux théoriciens qui avaient des velléités de réfléchir un peu trop. Alors, il se trouve que ce formalisme quantique, ça explique vraiment toutes les propriétés de la matière à toutes les échelles. Même si on ne comprend pas tout sur les particules, on sait appliquer la physique quantique aux particules, aux atomes, aux molécules, à la matière condensée, et même en astrophysique, et même aux trous noirs. Voilà. Et ça, cette physique quantique est à la base des technologies du monde moderne. Alors le laser, c'est un exemple évident, mais c'est la compréhension de la physique quantique des électrons dans les semi-conducteurs qui fait qu'on sait fabriquer des ordinateurs comme celui que j'utilise actuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'on comprend vraiment tout ce qui se passe. Et dans les années 1970 environ, il y a eu une forte réaction d'une partie de la communauté scientifique qui s'est demandé vraiment cette mécanique quantique, jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'il y a des limites? Alors, il y a les trois bonhommes en haut à gauche, je les laisserai pour l'exposé d'Alain Aspect, c'est Einstein, Podolsky et ses collaborateurs Podolsky et Rosen. Et l'expérience d'Alain Aspect et de son équipe a porté sur la question, quand on a deux objets quantiques qui ont interagi et qui se séparent, la théorie quantique dit qu'il faut encore voir ça, penser en termes d'un état quantique de l'ensemble. Einstein a dit, la nature, elle ne peut pas être comme ça. Ce n'est pas possible, elle est locale. Et Bohr a dit, si, la nature, elle est comme ça. Et Alain a bon, voilà. Oui, franchement, voilà. Et c'est Alain et son équipe qui ont vraiment tapé du poing sur la table. Voilà. D'ailleurs, il faudrait mieux que je montre pourquoi. J'avais pas... Excusez-moi. Et puis, ça, c'était une problématique qui sera l'objet de l'exposé suivant. Mais il y en a qui se sont demandé, est-ce qu'on peut faire la mécanique quantique avec des objets un peu matériels, un peu macroscopiques? Alors, si on essaie de faire des expériences d'interférence,
donc genre Frank de Young, faire passer un gros objet à travers deux trous et voir si ça interfère. Eh bien, actuellement, on sait faire ça jusqu'à des objets qui ont 10 000 masses atomiques d'hydrogène. 10 000 AMU, unité de masse atomique. Mais maintenant, si on fabrique un petit circuit électrique et qu'on se dise le courant il peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse, est-ce que vraiment on peut faire des superpositions d'états comme ça de courant dans un objet macroscopique? Et est-ce que vraiment, si on va vers des objets de plus en plus complexes, est-ce qu'on peut parler d'états quantiques d'un objet vraiment très complexe? Alors, tout ça, c'est un peu la question de la complexité et la problématique soulevée adressée donc par Alain et son équipe et les variables électriques, ça va se rejoindre un petit peu dans la problématique de l'ordinateur quantique, dont on parlera un peu ensuite. Et puis, vous avez tous entendu parler du fameux chat de Schrödinger. Alors, le voici, ce chat qui aurait donc une part dans un objet, disons, un petit système radioactif qui, si une particule sort, disons, une désintégration se produit, déclenche un marteau qui va venir casser un poison et tuer un chat. Alors, Erwin Schrödinger avait proposé cet exemple pour montrer quand même que prendre la mécanique quantique trop au pied de la lettre, ça menait à des absurdités, puisque on finirait par penser que le chat est mort pour être dans un état superposition d'états morts et vivants à la fois. Et ça, on sent bien, sans être physicien très quantique, on sent bien que ça ne tient pas la route. Effectivement, ça ne tient pas la route. Alors on va pas faire les expériences avec des chats, mais on va se demander si avec des objets macroscopiques, on peut faire quelque chose. Alors là, le théoricien qui a vraiment été le meilleur pour faire avancer cette problématique, c'est Anthony Leggett, donc Tony Leggett. Alors Tony Leggett s'est dit, si on a un bidon de superfluide, qu'est-ce que ça prouve pour la physique quantique? Eh bien, un bidon de superfluide, voilà, un matériau qui est très quantique, c'est superfluide. Si je prends une boucle d'1 kilomètre de fil supraconducteur avec du courant qui tourne à l'intérieur, la supraconductivité est un phénomène quantique. Mais est-ce que ça veut dire que mon système est dans un état quantique? Et Tony Leggett a bien expliqué qu'un bidon de superfluide, un seau de superfluide, ce n'était pas un état quantique défini. En un mot, avoir une grande boucle avec du courant, du supercourant, ce n'est pas une preuve qu'on a un état quantique. Et il se posait la question suivante. Imaginons un objet matériel, donc poser une bille, poser un petit peu dans le potentiel que vous avez en haut à droite. Vous voyez, il y a une petite bille qui est dans un creux de potentiel. Bon, si vous l'agitez, elle va sortir, elle va passer par-dessus la barrière. Maintenant, il y a un effet quantique qui avait été prévu et qui explique la radioactivité, c'est que si cette bille qui a une position Q ici, disons des degrés de liberté Q, en fait, elle peut passer à travers la barrière par effet tunnel. Il ne faut pas s'endormir. Hein. Alors, ce que Tony Leggett et son étudiant Caldera ont fait, ils ont pris un petit peu l'équation de la particule dans ce puits. Alors, c'est-à-dire l'équation, elle est en bas, m fois l'accélération, plus la force de friction, plus la force due au potentiel, ça donne la force extérieure. Donc si vous ne mettez pas de force extérieure, elle va rester dans le puits. Maintenant, si elle est en contact avec l'extérieur à température finie, elle va s'agiter, éventuellement, elle va passer par-dessus la barrière. Mais ce que, donc, de très intéressant qu'ont fait Tony Leggett et Amir Caldera, c'est qu'ils ont calculé le taux tunnel pour une particule matérielle pouvant piéger dans un puits de potentiel.
Et ce qu'ils ont, leur grand résultat, est que si cette particule est soumise à de la friction, parce qu'elle est macroscopique, elle est soumise à de la friction, eh bien l'effet tunnel est réduit par la friction. C'est du bon sens. La friction, on sent bien que ça va bloquer tous les effets quantiques. Donc l'effet tunnel est réduit par la dissipation et la friction, mais il n'est pas supprimé. Et en fait, la loi, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le taux tunnel, donc gamma Q de 0, donc le taux tunnel grand gamma, ça va être une exponentielle en moins delta U, c'est la hauteur de barrière, en moins delta U sur kT, où T est une température d'échappement quantique. Et cette température d'échappement quantique, elle est donnée par une expression mathématique très simple, h bar oméga p, où oméga p n'est que la fréquence d'oscillation dans le puits, sur 7.2, qui est juste le résultat d'un calcul numérique, et c'est affecté par la friction. Alors grand Q ici, c'est le facteur de qualité des oscillations dans le puits. Donc si la particule ne frotte pas du tout, eh bien le taux d'eau, voilà, on aura une température d'échappement kT égale h bar oméga p sur 7.2, et K c'est la constante de Boltzmann pour mettre ça en température. C'est essentiellement où vous pouvez oublier K là. Donc ils ont calculé la façon dont une particule soumise à de la friction, mais qui a priori pourrait faire de l'effet tunnel, est affectée par la friction. Et la grosse surprise a été que la dissipation ne tue pas l'effet tunnel. Elle le réduit, mais elle ne le tue pas. Et mieux que ça, Tony Leggett a trouvé le bon système électrique pour faire cette expérience. Alors, on ne va pas faire cette expérience avec une bille dans un puits de potentiel, on va la faire avec une variable électrique. Alors la variable électrique, ça s'appelle une jonction Jefferson. Une jonction Jefferson sont deux supraconducteurs séparés par une mince barrière d'isolant. Il se trouve que les équations électriques, là je vous demande juste de me croire, voilà, mais il n'y a rien de magique. Il se trouve que les équations électriques de ce composant sont exactement les mêmes qu'une particule dans le puits de potentiel que je vous ai montré précédemment et qu'on va revoir. Alors, en pratique, ce composant, quand on fait passer du courant, il y a une branche dite supraconductrice, vous voyez la branche verticale à droite, à tension nulle, il y a du courant qui peut passer, mais jusqu'à une certaine valeur maximale. Alors, vous avez la photo, c'est Brian Josephson. Quand il a fait ça, il était encore étudiant en thèse et il avait pensé un petit peu d'une façon différente de tous les grands ténors de la physique quantique mondiale. Et il a compris que là où tout le monde prédisait que ce composant n'avait absolument aucun intérêt, en fait, il pourrait y avoir des effets quantiques tout à fait intéressants. Voilà. Donc, il se trouve que ce composant donc, est tout à fait analogue à notre particule dans un puits de potentiel. Et là, c'est un composant qui ensuite a un seul degré de liberté électrique, qui est, voilà. Et c'est l'expérience qui a été réalisée à Berkeley par nos trois Lascar, John Clark, Michel Devoré et John Martinis. Alors l'expérience, elle est réalisée à très basse température, donc 20 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu. Là, il y a un schéma de l'expérience, mais finalement, c'est une expérience électrique. On fait passer du courant dans la jonction, on mesure si elle est restée dans son puits gentiment à tension nulle, et parce que si elle est sortie du puits, à ce moment-là, elle se met à descendre et il y a une tension qui apparaît. Alors, l'expérience, il y a une
première expérience qui a été faite en régime classique. Avant de se mettre en régime quantique, on va regarder ce qui se passe en régime classique. Alors, vous avez le schéma électrique à gauche. Dans le double rond, vous avez dans les doubles ronds, c'est le symbole pour une source de courant continu. Et on va rajouter une petite source de courant micro-ondes. Parce qu'une source de courant micro-ondes, ça va faire une petite force pour essayer de faire sortir la particule. Et l'intérêt de ces mesures en régime classique, c'est que ça va permettre de mesurer tous les paramètres du système pour faire les prédictions en régime quantique. Alors, je suis d'autant plus heureux de la présenter que là, j'avais participé à ce travail. Donc, une fois qu'on a tous les paramètres du système en régime quantique, eh bien, il faut passer en régime classique, on passe en régime quantique et on mesure cette fameuse température d'échappement. On mesure le taux de sortie du puits et on voit exponentielle moins delta U sur kT, on mesure le kT. Alors quand on a une jonction qui est très classique, eh ben on a un kT qui est égal à la température à laquelle on se fait l'expérience. Mais si on a une jonction qui est quantique, alors on a une température d'échappement qui ne tend pas vers zéro quand la température physique, elle, tombe vers zéro. Et cette température d'échappement, elle a le bon goût de coïncider exactement avec la prédiction de Tony Leggett et Amir Caldera. Donc ça, c'est une preuve qu'un phénomène très quantique comme l'effet tunnel peut être réalisé avec un composant électrique fabriqué par nos mains qui sont relativement sales. Il y a beaucoup d'atomes. C'est vraiment un vrai composant électronique, même s'il est petit, ça n'est pas un atome. Voilà. Alors ça, c'était le début, mais la plus belle expérience, c'est que maintenant, si on regarde notre puits de potentiel, il va y avoir des niveaux quantiques. Exactement comme notre électron autour d'un noyau avait des niveaux quantiques, eh bien ici, notre particule dans un puits de potentiel, elle va avoir des états quantiques. Et chaque fois qu'on change d'état quantique, en fait, le taux tunnel va être de plus en plus important. En fait, chaque fois qu'on monte d'un étage, le taux tunnel va gagner un facteur 1000. Donc, si on fait passer donc notre système, notre particule dans un puits de potentiel du fondamental à l'étage au-dessus, elle va sortir par effet tunnel 1000 fois plus vite. Donc ça va se voir comme les yeux au milieu de la figure, le nez au milieu de la figure. Et c'est effectivement ce qu'ils ont observé. Voilà. Alors les courbes à droite ont tendance à montrer ça. Je ne vais pas vous les expliquer en détail, mais dans le schéma en bas à droite, on voit des augmentations du taux de sortie qui correspondent à des transitions entre différents niveaux de la particule dans le puits de potentiel. Alors, ces travaux-là ont démontré pour la première fois qu'un système artificiel fabriqué par l'homme pouvait être aussi quantique que les atomes fabriqués par la nature ou par qui vous voulez, si vous préférez. Alors ça, c'était un petit peu une très grande expérience qui a lancé donc le domaine des circuits quantiques électriques. Et ça, c'était nos 4 gaillards. C'était en 1984, pas très loin de San Francisco. Puis il y en a un qui avait fini de manger plus vite que les autres. C'est toujours le même d'ailleurs. Donc vous avez deux de Lura, John Martinis et Michel Devoret. Et donc avec Michel Devoret, Christian Urbina et moi, on a monté à Saclay le groupe Contronic. Alors on a commencé, ça c'est directement, on s'est dit on va quand même faire cette expérience d'effet tunnel, mais on va la faire d'une façon encore plus probante. Alors pour la faire plus probante, on a fait une expérience où la dissipation allait être réglée. Alors vous avez sur le schéma ou sur la photo, vous voyez une petite ligne de transmission
Et au bout de la ligne de transmission, vous voyez une charge, ce qui s'appelle la load. Alors, ça veut dire que quand cette charge est très près de la jonction, ça va frotter beaucoup. Alors, si ça frotte beaucoup, voilà, la jonction, elle va être plutôt classique, donc elle n'aura pas beaucoup d'effet tunnel. Par contre, si vous éloignez la charge, la jonction Josephson, elle sentira que la ligne de transmission et elle frottera beaucoup moins. Donc, elle aura de l'effet tunnel. Effectivement, si on fait une expérience, on mesure le temps de vie de la jonction à une valeur donnée du courant en fonction du temps de la longueur de la ligne ou du temps de propagation jusqu'à la charge, eh bien, on observe une courbe décroissante avec un temps de vie grand quand la longueur est courte et un temps de vie plus court quand la longueur est plus grande et que l'effet tunnel se développe. Et là, il y a un petit bonus supplémentaire, c'est qu'on mesure directement le temps de l'effet tunnel. Donc le temps de l'effet tunnel est le temps caractéristique qui permet de voir si on est dans le régime où on sent la charge, où on ne le sent pas. Et là, on a trouvé un temps de 30 picosecondes. Et on avait aussi là nos états quantiques. C'était plus tellement l'état quantique de la jonction, mais c'était des mélanges, des états hybrides entre notre composant électrique, la jonction Josephson, et les photons dans la ligne micro-ondes. Voilà. Donc, on va sauter une dizaine d'années. Et là, on a conçu et réalisé un circuit qui est un peu la même chose que l'atome d'hydrogène pour la table des éléments. C'est le circuit quantique le plus simple qu'on puisse fabriquer. C'est une petite île au milieu, une petite île supraconductrice, Superconducting Island, qui est connectée à une source de tension à travers une capacité et une jonction tunnel. Alors ça, c'est un degré, c'est encore un système à un seul degré de liberté, qui va être la phase de notre petite île supra, où le nombre de paires de Cooper, le nombre de paires qui seront entrées dans l'île, mais surtout, c'est un système qui est entièrement calculable. C'est soluble, c'est une équation résoluble relativement simple. Et ce système-là a été le premier à faire ce qu'on appelle un bit quantique électrique. Alors nous, on a commencé avec une thèse pour démontrer que l'état fondamental de ce circuit-là était dans une superposition de deux états avec des charges différentes dans l'île. C'est-à-dire un état avec zéro charge en essai dans l'île, superposé avec un état avec une charge, une paire de Cooper, 2 électrons dans l'île. Donc ça, c'était le début. Voilà. Ensuite, une équipe japonaise a montré qu'avec ce circuit-là, on pouvait faire des superpositions. Et surtout, en 2001-2002, on a montré que ce circuit-là, on pouvait faire des superpositions de deux états quantiques et surtout faire vivre ces superpositions pendant un temps qui n'était pas complètement ridicule. Donc une demi-microseconde, c'est pas très très long, mais c'est rapide à l'échelle de la dynamique des systèmes. Et tout en haut à droite, je vous ai un petit peu mis où nous en sommes avec le temps de vie de ces circuits à bits, le temps de vie quantique pour une superposition de deux états. Alors on a commencé, c'était chez NEC, c'était 5 nanosecondes. Nous, en 2001-2002, on a gagné un facteur 100. Ensuite, à Yale, chez Rob Scholkoff, ils ont gagné encore un facteur 20. Et puis, avec la technologie, à MIT, maintenant, on en est à 1 milliseconde. Donc ça, et maintenant, pourquoi on appelle ça un bit quantique, alors que c'est qu'un système quantique à deux états? C'est parce qu'il y a eu des propositions pour faire du calcul quantique avec
une nouvelle façon de faire du calcul qui serait quantique. D'abord, Feynman avait montré que si vous essayez de comprendre un système quantique, même très simple, disons, imaginez des spins, disons des boussoles quantiques en interaction, ces systèmes quantiques sont tellement complexes qu'un ordinateur quantique sera incapable de les simuler. En fait, si vous prenez l'ordinateur le plus puissant au monde au jour d'aujourd'hui, il est capable de simuler environ 50 objets à deux états, donc 50 objets quantiques élémentaires couplés les uns aux autres. Pas plus que ça. Donc, vous voyez, l'ordinateur vraiment classique, le plus puissant, qui vaut une vraie fortune, il sera incapable de simuler de la matière quantique, parce que la compréhension de la matière quantique, c'est vraiment difficile. Et la percée, ça a été en 1985, quand un mathématicien, physicien Deutsch, anglais, a montré que, en fait, la mécanique quantique fournissait des ressources pour faire du calcul. En un mot, si vous avez la notion, ça c'est un truc important, la notion de complexité d'un problème de calcul mathématique, ce n'est pas des mathématiques. Les mathématiciens pensaient que tout est dans la machine de Turing, voilà. La machine de Turing, dont Alan Turing avait mis au point des machines à calculer pour casser le code Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez sûrement vu le film, peut-être. Bon, vous savez ça si vous avez vu le film. Eh bien, ce concept de complexité d'un problème calculatoire, ce n'est pas des mathématiques, c'est aussi de la physique. Si vous avez du hardware quantique, eh bien, les classes de complexité des problèmes ne sont plus les mêmes. Et surtout, ce qui devient intéressant, c'est que des problèmes qui sont insolubles avec des machines classiques deviennent solubles avec des machines quantiques. Alors là, c'est quand Peter Shor a montré l'existence d'un algorithme pour la factorisation des grands nombres, c'est là que ça a affolé tout le monde. Les militaires en premier, parce que la cryptographie, disons, dite RSA, est basée justement sur la difficulté de trouver les diviseurs des grands nombres. Voilà. C'est la sécurité de la carte bancaire que vous avez dans votre poche, elle est basée sur la difficulté de la découverte des diviseurs d'un grand nombre. C'est pas pour, honnêtement, c'est un peu c'est pas le plus important, mais bon. Alors, le calcul quantique, en un mot, qu'est-ce que c'est? D'abord, qu'est-ce que le calcul classique? Vous avez disons, un registre classique de n bits dans lesquels vous mettez 0 ou 1. Donc là, il y a 2 puissance n configurations possibles. Et ce que fait un ordinateur classique, c'est une simple promenade parmi les 2 puissance n configurations de ce registre. Et à la fin, il faut que la configuration du registre soit la réponse au problème que vous vous posez. Alors le calcul quantique, c'est un petit peu pareil, mais au lieu d'avoir n bits classiques, vous allez avoir, mettons, n bits quantiques dans lesquels vous mettrez un état 0 ou un état 1. Ça sera un état physique. Vous ne vous contentez pas d'écrire 0 ou 1 dans une case, c'est un état physique qui sera 0 ou 1. Et avec ça, vous voyez que vous fabriquez tout de suite 2 puissance n états différents en choisissant de prendre 0 ou 1 sur chacun. Mais maintenant, au lieu de vous promener parmi ces 2 puissance n états, vous allez vous promener parmi les superpositions, toutes les superpositions possibles de ces 2 puissance n états. Et pour faire évoluer, vous allez un petit peu appliquer des portes logiques pour un petit peu faire évoluer cette superposition. Vous voyez, c'est une évolution qui est beaucoup, beaucoup plus riche que la simple promenade parmi 2 puissance n états. C'est cette richesse que la physique quantique vous offre. Bien sûr, à la fin, vous allez effectuer une mesure et sur chaque bit, vous n'allez trouver que 0 ou 1.
Donc à la fin, vous allez retomber sur un des états de base du registre. Et il faut que la mesure que vous faites apporte la réponse au problème que vous vous posez. Alors les premiers processeurs très élémentaires sont arrivés dans les années 2010. Alors John Martinis en a fait un d'un type un peu différent. Nous, on en a fait un à Saclay en 2012. Et le problème qu'on s'est posé, c'est le problème de recherche d'un objet dans une base non structurée. Alors vous avez à droite, vous avez 4 gobelets. Il y a une pièce sous un des gobelets. Et le jeu, c'est de trouver où est la pièce. Bon, il n'y a pas besoin d'être très savant mathématique pour chercher les algorithmes classiques de recherche. Ben, la seule solution, c'est on choisit au hasard un gobelet, on soulève, elle est là ou elle n'est pas là. Et vous êtes facilement convaincu qu'il n'y a pas de stratégie meilleure que celle-là. Voilà. Alors, il se trouve que pour la recherche quantique, c'est différent. Pour chercher un objet parmi n, en fait, il va falloir simplement racine de n opérations. Et dans le cas de 4 gobelets et un objet, en fait, avec un pas d'algorithme, on peut trouver où se trouve la pièce. Un pas d'algorithme. C'est un peu comme si on arrivait, en soulevant un peu tout de façon quantique, on arrivait en un pas d'algorithme à avoir la réponse. Alors, on a fait le processeur qui implémente cet algorithme. Voilà. Donc en bas à gauche, en quelque sorte, on cache un objet. Alors ces objets sont 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. On le cache et en un pas d'algorithme, on trouve où il est caché. Alors ça ne marche pas à tous les coups à 100%, mais ça marche avec une fidélité nettement supérieure à un quart, qui est la meilleure probabilité de recherche en un pas d'algorithme. Alors tout ça, c'est bien joli, mais c'est des jouets, ça permet de rien faire. Donc, alors où en est-on un petit peu? Alors, donc les machines, d'abord, il y a des groupes de recherche beaucoup plus puissants qui se sont mis en place, notamment chez Google et IBM. Donc, Google et IBM brûlent, puisque c'est le mot à utiliser, plusieurs centaines de millions de dollars par an dans cette thématique. Et en 2019, Google et c'est sur John Martinis chez Google, et toute l'équipe de Google a fait un processeur avec beaucoup plus important. Ils ont mesuré l'évolution de la fidélité au fur et à mesure qu'on faisait des opérations. Alors si à chaque opération, il y a une probabilité epsilon de se tromper, de faire une erreur, la fidélité au bout d'un grand nombre d'opérations, ça va être quelque chose comme 1 moins epsilon à la puissance grand N. Où grand N va être le nombre d'opérations, enfin, là je ne peux pas vous expliquer dans le détail, mais intuitivement vous sentez bien que plus on multiplie le nombre d'opérations, et on va à chaque fois multiplier par 1 moins epsilon. Et la difficulté, c'est dès que, comme pour faire quoi que ce soit d'intéressant, il faut faire un très grand nombre d'opérations, et 1 moins epsilon à la puissance grand N, dès qu'il y a un intéressant, ça vaut 0. Voilà. Autrement dit, un ordinateur quantique qui ne serait pas parfaitement fidèle, il ne trouverait jamais de réponse au moindre problème. Voilà, donc ça, c'est ce qui fait que l'ordinateur quantique n'existe pas encore aujourd'hui. On n'a pas encore démontré de véritables avantages quantiques sur un véritable problème en compétition avec un ordinateur classique. Voilà. Alors, par contre, les physiciens, ils sont quand même astucieux. Ils ont trouvé des architectures tolérantes aux fautes. Ils ont trouvé des stratégies pour faire de la correction d'erreurs. Mais faire de la correction d'erreurs, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer quand même pourquoi c'est difficile, ça le mérite. Faire de la correction d'erreurs, cet ordinateur classique fait de la correction d'erreurs. Il vérifie effectivement qu'à chaque fois qu'il n'y a pas une petite erreur, il fait des tests de parité. Mais il fait de la correction d'erreurs en faisant des copies.
simplement, c'est la correction d'erreur qui est basée sur la redondance. Et il y a quelque chose de terrible en physique quantique. Faire la copie d'un état quantique, par exemple 0 plus 1, si on connaît cet état, on sait le copier. Mais si je vous dis, je veux copier l'état A fois 0 plus B fois 1 sans qu'on vous donne les coefficients A et B, eh bien la copie est interdite. Voilà, il est interdit de faire de la copie quantique, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas faire de la correction d'erreur en utilisant la redondance. Ce qui fait que pour faire des ordinateurs quantiques, corriger des erreurs, il faut des véritables usines à gaz. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Alors, où est-ce que ça va? En fait, l'état de l'art aujourd'hui, il y a les leaders qui ont beaucoup amélioré un petit peu la précision de toutes les opérations, mais pas assez pour que cet ordinateur quantique marche. Et puis, il y en a qui essaient plutôt, qui se disent que cette attaque brutale d'amélioration un petit peu de l'ordinateur par réduction des erreurs, cette attaque brutale ne marchera peut-être jamais et qui ont pris disons, qui essaient de faire des stratégies alternatives beaucoup plus subtiles. Alors les applications, ça pourrait être pour la chimie, pour la recherche académique, bien sûr, mais à mon avis, l'intérêt de l'ordinateur quantique, ce sera surtout pour comprendre la matière quantique. Et je vais quand même terminer par la mention d'un dernier résultat un petit peu venant de notre groupe Quantronic, c'est l'application un petit peu des circuits quantiques à... Bon, non, c'est pas moi. Bon, l'application donc de la physique des circuits quantiques à la détection d'un spin. Alors, le petit schéma que vous avez à gauche, vous voyez, vous avez bon, il y a du Larsen bizarre, mais il n'y a pas d'autre micro. Bon. Donc, vous avez un petit spin rouge qui est couplé à un petit fil qui est l'inductance. On va changer de micro. C'est bon. Vous avez un petit spin, un petit moment magnétique qui est couplé à un petit fil qui est l'inductance d'un résonateur. Alors là, j'ai mis en bas les deux PI, dont les responsables de cette recherche dans l'équipe, et donc 2 étudiants qui ont travaillé là-dessus. Et l'appareil au-dessus, c'est ce qu'on appelle un détecteur de fonction micro-ondes unique. Donc quand ce petit spin ici, qui est dans un champ magnétique B0, tombe dans son état de plus basse énergie, il va le faire en envoyant un photon dans le détecteur. Et si ce photon est détecté, eh bien on saura que le spin s'est retourné. Alors ça, sans entrer dans les détails, vous avez donc des spins couplés en résonateur. On envoie ça vers un détecteur de photons micro-ondes individuel. Ces détecteurs de photons micro-ondes, de photons optiques, ils existent pour les photons optiques depuis longtemps maintenant. C'est à la base de l'optique quantique. Ils n'existaient pas pour les photons micro-ondes. Et ça, sans entrer dans le détail, ce détecteur, il est basé sur un circuit supraconducteur quantique avec un bit quantique à l'intérieur. Ça, c'est la technique quantique qui ne vous concerne pas, mais ce que ça permet, voilà à quoi ressemble donc une expérience dans le laboratoire. Donc vous avez les circuits à gauche. Au milieu, vous avez le cœur d'un réfrigérateur à dilution. Là, celui-là, il sera refroidi à 10 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu. Et surtout, vous avez beaucoup de technologies micro-ondes.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on manipule comme ça des signaux, on obtient des signaux qui viennent d'une seule particule, un seul spin électronique et même un seul spin nucléaire. Anatole Abraham, qui était le fondateur de notre laboratoire, disait que la résonance magnétique était une technique extraordinaire, mais peu sensible. Bon, je pense que ces résultats lui auraient plu. Alors les perspectives, eh bien, ça permettrait de faire peut-être de la résonance magnétique sur un seul objet biologique, par exemple, une seule protéine, une seule cellule, et peut-être de faire des bits quantiques avec une meilleure cohérence quantique, parce que là, nos objets quantiques ont une cohérence infiniment supérieure au circuit électrique, mais ça, on ne sait pas le faire. Et je voudrais juste finir en vous montrant que la recherche, c'est vraiment une question d'équipe. Il faut qu'il y ait des gens qui s'entendent bien, il faut qu'il y ait toutes les générations qui soient là, les vieux cons, les jeunes qui ne le sont pas encore, des doctorants, des post-doctorants. Et ce qui est très agréable, c'est aussi d'avoir un mélange complet de toutes les nationalités, de toutes les cultures. Là, on a un Chinois qui est petit, on en a un qui fait presque 2 mètres aussi. Vous voyez, on a des Sud-Américains qui ont tendance un peu à virer de temps en temps à l'espagnol. Voilà. Vous avez, donc, et puis, il y a de la technique, il y a de la technologie. C'est une recherche qui est un petit peu coûteuse parce qu'il faut des basses températures, des micro-ondes, de la nanofabrication. Mais on arrive encore à faire ça. Et bon, voilà, là, tout le monde ne fait pas des bits quantiques dans l'équipe, mais c'est quand même une des principales thématiques de la recherche de l'équipe. Voilà. Et puis, donc, oui, une équipe, et à titre personnel, je suis content d'avoir réalisé quelques expériences jolies, mais ce qui me fait encore le plus plaisir, c'est de voir qu'il y a une équipe de recherche avec des gens qui s'entendent bien, qui continuent et qui ont vraiment des idées pour de nouvelles thématiques et les développer à fond. Voilà. Merci. Oui, on a ratissé un peu large, un siècle de physique quantique, mais bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a des questions? Oui. Non. Main levée. Ah oui, là-haut. Oui, juste un retour aux sources, si j'ose dire, avec le chat de Schrödinger. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est cette phrase. Évidemment, c'est complètement idiot, ce schéma, parce que le chat sera à la fois mort et vivant. En fait, non. Le chat a une certaine probabilité d'être mort, une autre d'être vivant, et c'est exactement comme si, quand on lance une pièce de monnaie, on disait « Ah ben, le résultat, c'est que la pièce de monnaie, elle est à la fois pile ou face. » Non, elle a une probabilité d'être pile, non, d'être face. Non, c'est pas... Oui, bon, moi, tu auras droit à une double réponse. Disons, ce que dit l'évolution de la mécanique quantique, on parle de l'état quantique, et l'état quantique se retrouve dans une superposition où l'état et le chat est mort et vivant. C'est une superposition des états. Tant qu'on n'a pas mesuré, rien n'a été décidé. Maintenant, ce que les physiciens ont compris, c'est que cette superposition, elle est toute théorique. En fait, l'environnement du chat et du système est tellement complexe que, instantanément, il y a un phénomène de décohérence. Bon, bien avant qu'on se mette à mesurer quel est l'état du chat mort ou vivant, en fait, il a déjà choisi d'être soit mort, soit vivant. Disons, l'environnement a imposé au chat a imposé une décision pour le sort du chat. Voilà. Non, pardon.
Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, et puis je ne veux surtout pas tenir le crachoir trop longtemps. Juste, c'était simplement sur le plan conceptuel. C'est que, effectivement, il y a une somme de 2 états, et ça, c'est une simple opération mathématique, mais dès qu'on voudra faire une mesure, il y aura une probabilité que le chat soit. Oui, mais soit il vivant, y a une et probabilité, mais la mécanique quantique, disons, telle qu'on la comprend d'après l'école de Copenhague, on a des superpositions d'états. Oui. Et nous, on a des superpositions, par exemple, de circuits où le courant tourne dans le sens aiguille d'une montre et tourne dans le courant inverse. On sait superposer ces états. Ils sont aussi mesurables. On va trouver droite ou gauche, mais on peut préparer une superposition d'états. Et tant que l'environnement ne détruit pas la cohérence de la superposition, on a une superposition. Non, mais la superposition, ok. Mais quand tu feras une mesure, Ah ça oui, sera ou l'un ou l'autre. Tout à fait, non, exactement on comme est la violemment pièce de d'accord. monnaie. Hein. C'est le coup de la pièce de monnaie. Ça sera ou pile ou face, mais ça serait une erreur de dire ah ben la pièce de monnaie, le résultat. Non, mais ça sera qu'elle sera à la fois on est pile ou bien, face. on est bien d'accord. Ok, excuse-moi. Justement, Schrödinger avait sorti cet exemple pour montrer un petit peu ce que voulait dire la superposition d'états poussée à l'extrême. Mais il était bien d'accord pour dire que quand on faisait la mesure, on n'aurait que des probabilités. Merci. Est-ce qu'on a d'autres dans Oui. les- Ah. Bonjour. Par rapport à Gilbert, j'aurais 2 questions beaucoup plus courtes. La première, quand vous avez parlé de l'algorithme de Shor, ça c'est pour la factorisation des nombres. Pour le problème des logarithmes discrets, on a un algorithme correspondant qui serait quantique. Et autre, est-ce que ces ordinateurs quantiques, ils fonctionnent quoi à 10 millikelvin, 1 Kelvin, 100 Kelvin? Alors, donc, il y a effectivement, il existe un algorithme quantique pour la factorisation des grands nombres, qui revient à faire un peu de la transformée de Fourier quantique. Bon, ça, c'est l'algorithme, il est ce qu'il est. L'algorithme est exact. Maintenant, les machines pour le mettre en place n'existent pas. Et donc John Martinis, avec son jouet, avait factorisé le nombre 15. La machine avait bien trouvé 5 fois 3. Hein. Mais ce n'était pas un scoop. Et le fait que des machines fonctionnent à très basse température, les très basses températures, c'est une technologie qui est une technologie commerciale au jour d'aujourd'hui. Il ne faut pas... Oui, c'est assez cher, mais les ordinateurs aussi classiques, performants, sont chers. Non, plutôt, ce qu'il faut trouver, c'est un bon problème, je pense un bon problème quantique, pour lequel un ordinateur quantique apporterait vraiment des réponses intéressantes. C'est pas... Et puis, le gros problème pour l'ordinateur quantique, c'est vraiment la correction des erreurs. Sans correction des erreurs quantiques, il n'y a pas de bonne machine. Et ça, c'est un problème qui n'est pas encore résolu. Bonjour et merci. Est-ce qu'un jour, les ordinateurs quantiques pourraient avoir des effets pour améliorer la cryptographie ou au contraire faire qu'on passe à autre chose dans le système de chiffrement de données, etc. L'ordinateur quantique, il a eu surtout un effet. La communauté de la cryptographie a été très efficace pour obtenir des crédits pour faire de la cryptographie post-quantique. Donc cette communauté-là sait déjà faire du chiffrement. Il n'y a pas d'ordinateur quantique, mais s'il y en avait un, ils savent déjà faire du chiffrement qui échapperait à l'ordinateur quantique. Voilà. Sous réserve de l'hypothèse. Oui. J'ai discuté avec des mathématiciens. Petit complément. J'ai discuté avec des mathématiciens qui sont spécialistes du post-quantique. Ils admettent que tu fais une hypothèse, qu'il n'y a pas un mathématicien génial dans un coin qui a trouvé un moyen de faire quelque chose. Aujourd'hui, dans la cryptographie par RSA,
Elle ne marche que parce que vous faites l'hypothèse classique, je parle de la crypto classique. Elle ne marche que parce que vous faites l'hypothèse qu'il n'y a pas un mathématicien génial qui a trouvé un algorithme pour factoriser rapidement les nombres. Toute la cryptographie classique repose sur l'hypothèse que votre adversaire, celui qui essaye d'intercepter le message et de le déchiffrer, n'a pas un niveau technologique ou mathématique très supérieur au vôtre. Et moi, je suis incompétent, mais j'ai posé la question à des matheux qui travaillent sur le post-quantique, ils reconnaissent qu'ils rentrent dans cette case-là. C'est-à-dire, on ne peut pas exclure qu'il y ait des mathématiciens qui arrivent à casser les algorithmes post-quantiques. À ce niveau-là, c'est de la perversité. Oui. Bonjour. J'ai juste une question ici. À la toute fin, vous avez parlé d'un détecteur de photons quand la particule change de spin. Comment elle émet le photon? D'où elle tire cette énergie? Qu'est-ce qui se passe quand elle change de spin? Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que assez bien ce qui était. Donc un spin, c'est un système, un spin le plus simple, c'est un système c'est un petit aimant qui, quand on le met dans un champ magnétique, a deux états, alignés avec le champ ou opposés au champ. Ces deux états ont une différence d'énergie, qui est proportionnelle au champ magnétique dans lequel on le met. C'est une sorte de petit aimant fondamental, Et donc quand le spin passe de l'état d'énergie supérieur à l'état d'énergie inférieur, il le fait en relâchant son énergie, en émettant un photon micro-ondes correspondant à la différence d'énergie entre ces deux états. Et si on détecte ce photon micro-ondes, ça revient à mesurer l'état du spin. Ok, merci beaucoup. Ça, ce sont vraiment des travaux très récents. Bonjour. Oui, je voulais juste vous redemander, vous aviez dit qu'en jonction classique, le kT, il est égal à quoi? Quand on a une jonction classique, le kT il est égal à 4 fois la température à laquelle on fait l'expérience. Donc, une loi d'activation, il y a beaucoup de lois d'activation des taux de réaction chimie. Pour les étudiants lycéens, vous savez que les taux de réaction sont souvent activés thermiquement en exponentielle moins delta U. Il y a une barrière d'énergie à franchir, barrière réactive, pour retomber dans une autre configuration. C'est en exponentielle moins delta U sur kT. Plus la hauteur de barrière est haute, et moins on a de chances de passer de l'autre côté, et moins on a de chances que la réaction se fasse. C'est pareil, pour une particule qui est dans un pi, ça va sauter, elle est agitée, l'agitation thermique qui la secoue en permanence va la faire passer par-dessus la barrière avec une vitesse proportionnelle à exponentielle moins delta U sur kT, où T est la température physique. Maintenant, si elle peut passer par échappement tunnel, elle sera exponentielle moins delta U sur kT, mais T, ça sera une température d'échappement correspondant à ce taux tunnel. Bonjour, j'ai une question par rapport à l'exemple des gobelets. Vous avez dit qu'avec un algorithme classique, on soulève un gobelet au hasard et on a une complexité linéaire pour trouver la pièce. Oui, et on a une chance sur n de trouver la pièce. Oui, et qu'avec un algorithme quantique, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il soulève plusieurs verres en même temps ou pas? Non, ça serait une façon un peu trop simpliste de vous raconter l'histoire. Voilà. Mais ça revient un petit peu à ça. Voilà, c'est validé par la direction. C'est pas totalement faux de parler comme ça. Voilà, en fait, l'algorithme quantique va s'en sortir en racine de n. Pour trouver un objet parmi n, il va s'en sortir en racine de n pas. En fait, on va manipuler un état superposé et on va le rapprocher de la solution progressivement. Et
on montre qu'il faut racine de n, pas d'algorithme, pour rapprocher assez près, pour avoir la réponse. D'accord, merci beaucoup. Et il se trouve que dans le cas de 4, racine de 4, ça fait 2, mais pour 4, c'est un cas particulier, un seul pas d'algorithme suffit. C'est quand même assez choquant. Oui, c'est un côté un peu magique. Mais bon, on se dit, toute technologie un petit peu qui permet de faire des choses qui dépassent ce que le bon sens autorise, ça a un côté magique. D'ailleurs, disons, la physique quantique n'est toujours pas vraiment comprise. Elle n'est pas comprise de façon vraiment satisfaisante. Bonjour et merci. Vous avez parlé à la fin des erreurs quantiques, que c'était encore un problème actuellement. Je voulais savoir comment vous faisiez pour les détecter et si vous pensez un jour qu'on va pouvoir les supprimer complètement. Les erreurs ? Oui. Alors, là, il y a deux stratégies pour supprimer les erreurs quantiques, faire des machines qu'on appelle tolérantes aux fautes. Il y a deux stratégies. Il y a une stratégie un petit peu brutale qui, à partir de n bits quantiques, on en rajoute n et on les met, mettons, sur un réseau carré. Et il y aura 1 sur 2, il y aura un bit quantique sur 2 qui servira pour les données et un bit quantique sur 2 qui servira pour la détection d'erreurs. Parce que ce qu'il faut faire, c'est détecter s'il y a eu une erreur, trouver laquelle et la corriger. Alors, il existe des algorithmes comme ça de détecteurs qui s'appellent des codes de surface. C'est mathématiquement, c'est superbe, mais si pour faire un bit quantique parfait, corrigé, il faut 1000 ou 10 000 bits quantiques physiques, on sent bien que ce n'est pas très très raisonnable. Actuellement, le gros défaut de ces stratégies de correction d'erreurs, c'est qu'elles sont très coûteuses en termes de ressources. Alors il existe une autre stratégie, qui est notamment celle développée par la petite start-up française Alice et Bob, qui consiste, plutôt que de faire la correction de façon par la force brutale, qui consiste à dire on va prendre des bits quantiques qui sont déjà chacun précorrigés. Mais chacun, pour avoir un bit quantique précorrigé des erreurs, il va devenir plus complexe. Mais ce qu'ils prétendent, c'est que ces petits objets précorrigés des erreurs qui sont plus complexes, il n'y en aura pas besoin de 10 000 pour en faire un parfait. Après, il y en aura besoin peut-être de quelques dizaines. Donc le gros enjeu de tout le domaine actuellement, c'est de faire un ordinateur quantique corriger des erreurs. Et sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire un seul bit quantique parfait utilisable dans un ordinateur quantique. Donc c'est un problème encore ouvert, mais les lois de la physique ne l'interdisent pas. Disons, s'il y a 500 ans, vous aviez demandé à quelqu'un « Est-ce que vous pensez qu'une machine avec des ressorts et des ailes pourrait voler ?» On vous aurait rayonné. Et pourtant, les avions volent. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu depuis l'invention d'un moteur puissant et qui pesait pas grand-chose. Et puis après tout, les oiseaux, c'est des machines, elles volaient aussi. Donc les lois de la physique n'interdisent pas la mise au point d'un ordinateur quantique vraiment fonctionnel. Elles expliquent simplement que c'est très difficile. Mais ça, je ne pense pas que moi je le verrai, mais si vous travaillez dur, ce sera peut-être vous. Merci beaucoup, merci pour votre intérêt. Nous allons accueillir Monsieur le Consul. Vous avez un adaptateur ou pas ? Ou je vais chercher le mien ? Ah, pardon, excusez-moi. Bon, merci beaucoup pour une présentation encore une fois fascinante. Quelle est la couleur du cheval ?
C'est tout à fait ça. Bon, alors, effectivement, on a une nouvelle couleur. Cette fois-ci, il est jaune. Voilà. Merci beaucoup. C'est un cheval de Troie. Non.